Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Allocution d'accueil. Par Monsieur le doyen de la faculté de droit de Nancy, Fabrice Gartner. Mes chers collègues. Mesdames, Messieurs. Vous m'avez demandé d'ouvrir cette journée par quelques mots. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que c'est d'abord l'occasion d'adresser des remerciements à tous les organisateurs de cette manifestation, ceux qui en ont eu l'idée, ceux qui l'ont animée scientifiquement, ceux qui l'ont portée techniquement et administrativement. Au nom de la faculté, j'adresse un grand merci aux collègues et personnels administratifs et techniques, notamment de l'Institut François Génie. C'est l'occasion ensuite de souhaiter une chaleureuse bienvenue aux participants, qu'ils interviennent aujourd'hui ou assistent aux travaux, qu'ils soient de l'Université de Paris 1, Paris 2, Reims, Lyon 2, de Lorraine ou de l'École des hautes études en sciences sociales, qu'ils soient représentants de l'administration pénitentiaire, contrôleurs des lieux de privation de liberté que nous avons l'honneur d'accueillir, médecins ou encore magistrats, voire confrères avocats. Je suis heureux de les compter dans cette très belle diversité de participants, de leur dire qu'ils sont ici chez eux et que j'espère ils garderont un bon souvenir de leur passage. C'est l'occasion enfin, de former le vœu que la journée d'études soit riche en enseignements et que les travaux soient constructifs. À cela on ajoute, quand on est doyen, qu'on ne pourra malheureusement pas participer aux travaux, retenus par des engagements antérieurement contractés auxquels il n'a pas été possible de se soustraire. À l'exception du déjeuner, pour lequel j'ai finalement réussi à me libérer. Mais je sais que, lorsqu'on me demande de venir ouvrir une journée d'études, c'est en espérant que je dirai une des bêtises inaugurales dont j'ai paraît-il le secret, et qui pourrait être de nature au début de la journée de mettre un petit sourire sur les lèvres. Vous conviendrez cependant que les collègues, qui espèrent secrètement un mot d'esprit, ne me facilitent pas la tâche. Le sujet du jour, l'enfant en prison, n'est pas de ceux qui prêtent facilement à la plaisanterie. Cela étant, je ne vous jette pas la pierre, dans 8 jours ce sera une journée sur les risques encourus par le dirigeant de PMA-PMI, et dans 2 semaines je devrais faire l'exercice lors d'une journée consacrée aux violences sexuelles. On me gâte. Ce n'est pas parce que, par sadisme, vous avez demandé à un publiciste d'inaugurer une thématique plutôt privatiste qu'il m'était interdit de réfléchir un peu à votre sujet. Difficile de plaisanter sur le sujet. Et impossible même d'user de la ficelle de la métaphore. Difficile de faire un parallèle entre l'enfant en prison et l'étudiant à la faculté, encore qu'entre nos 2 établissements on ait l'espoir commun que le jeune pourra connaître un avenir épanouissant, malgré sa naissance en prison pour l'un et malgré le baccalauréat pour l'autre. Ne nous laissons pas aller pour autant à la sinistrose, et 2 raisons militent à mon sens pour que vous abordiez vos questions du jour sinon avec légèreté, au moins avec un certain détachement. Le sujet est grave, mais la faculté est le lieu où l'on peut, non que dis-je, où l'on doit ne pas confondre sentimentalisme et humanisme. La réflexion sur les institutions doit être ici, utilement, dépassionnée. C'est d'autant plus vital que votre sujet est d'actualité, pas tant en lui-même qu'à raison des lieux concernés, la prison. Entre les émeutes dans certains établissements pénitentiaires, et les poursuites contre la France par l'Observatoire international des prisons, la question de la vie carcérale et de ses conditions est posée de façon aiguë. Mais vous aurez noté que, contrairement à d'autres, ces événements, pourtant graves, n'ont pas tenu la première page de la presse très longtemps. Et pour cause, force est de constater que le sort des prisonniers ne passionne pas les foules. D'abord, tout comme le cancer et les accidents de voiture, l'incarcération n'arrive qu'aux autres et devenir mère derrière les barreaux est l'équivalent d'une maladie rare. Ensuite, à la différence du cancer ou des accidents de voiture, la prison on l'a cherchée. Nous avons de ce lieu commun une illustration étonnante, jusque dans nos amphithéâtres. Lorsque nous emmenons les étudiants faire des visites de prison. Lorsqu'on leur montre le souci des administrations pénitentiaires, et il est grand, de faire que la détention soit porteuse de quelque chose, qu'elle ne soit pas synonyme que de désespoir, il n'est pas rare qu'on entende des propos d'une sévérité extrême. Il n'est pas rare que nos étudiants contestent certains éléments de confort comme la télé ou les loisirs. Il n'est pas rare de les entendre s'étonner qu'on paie les détenus lorsqu'ils travaillent.
Il n'est pas rare qu'ils s'en émeuvent au son d'eux. Mais c'est le Club Med, et qu'ils affirment qu'après tout le prisonnier l'a bien mérité. Oui. Que voulez-vous, nos étudiants n'ont pas le droit de regarder la télé pendant leurs heures de présence. Ils doivent payer leur déjeuner, et ils n'ont pas de salle de musculation à la faculté. Et aveuglés par la facilité des conversations courantes, ils n'ont pas toujours le recul de se dire qu'il vaut mieux payer son sandwich que de le manger en cellule. Or, si nos bacheliers du supérieur peuvent tenir ce genre de raisonnement à l'emporte-pièce, que peut penser la grande majorité des gens qui ne sont pas au fait de la problématique pénale? Je le sais, je les côtoie comme avocat, ils pensent c'est bien fait. Allons plus loin pour une partie du public, et d'ailleurs malheureusement même implicitement, pour certaines formations politiques, dont le programme rejoint le café du commerce, peu importe la violence, l'insalubrité ou la promiscuité, car un prisonnier au milieu des cafards, c'est après tout comme une photo de famille. Ainsi l'appel à l'humanisme, qui est sous-tendu par votre thème, ne peut pas prendre fermement racine dans une opinion publique formatée aujourd'hui par le terrorisme et les médias et qui en vient à considérer que le détenu est un nuisible. Dès lors, aussi triste que cela soit, mais parce qu'il faut être pragmatique, il n'est guère que deux voies exploitables pour faire bouger les lignes. La première est la sécurité. Tout le monde y est sensible. Dire que la lutte contre la surpopulation carcérale est une question de dignité humaine, c'est quasiment prêcher dans le désert. Dire en revanche que l'amélioration des conditions de fonctionnement des prisons est une manière d'assurer la sécurité des équipes qui travaillent en prison, est plus porteur, sans compter que l'on peut aussi dire que cela peut éviter des évasions. La deuxième est le lien familial. Dire qu'il faut assurer à la mère des conditions dignes dans la dernière phase de sa maternité, et au moment où il faudra se séparer de l'enfant n'a pas de sens si les gens pensent que c'est bon moyen d'éviter une mère indigne, et ce quelles que soient les spécificités de la délinquance féminine. Mais parler de l'enfant c'est autre chose. L'enfant reste, surtout s'il est petit, une valeur relativement sacrée. Dans une société où l'enfant roi est cultissime, on peut parler d'intérêt supérieur de l'enfant quand on serait inaudible à parler de l'intérêt supérieur du détenu ou de la mère. On peut faire valoir que ce n'est pas lui le délinquant, qu'il n'a pas commis d'infraction, qu'il ne doit pas subir de peine, et l'on peut donc faire jouer sur le terreau de la sensibilité des parents et surtout des mères le principe de personnalité de la peine. Et on peut aussi souhaiter, vous le ferez aujourd'hui, que l'enfant en prison ne devienne pas lui-même un futur locataire. Du coup, en insistant sur la sécurité et sur l'enfant, on a un angle d'attaque pour évoquer par ricochet la mère. Vous l'aurez compris, vous traitez aujourd'hui d'un sujet porteur, je veux dire porteur dans l'opinion, un sujet qui peut donc devenir, en y mettant la pédagogie dont les praticiens font montre à longueur de temps, une locomotive pour la réflexion plus générale sur l'environnement carcéral. Et la réunion des spécialistes que vous êtes me fait espérer que vos travaux puissent avoir une influence, surtout s'ils comportent des propositions concrètes pour le sort de l'enfant en prison. Vous le voyez, mesdames, messieurs, j'ai gravement réfléchi au sujet et je suis convaincu après ces minutes absolument inutiles, que par comparaison, vous allez trouver parfaites et très édifiantes toutes les interventions du jour. Vous êtes prêts? Concluons avec Sartre. On trouve la peur de la prison comme avenir pour un enfant, dans L'étranger. Comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d'été pouvaient mener aussi bien aux prisons qu'au sommeil innocent. Belle journée, merci de votre présence. Je vous remercie. Allocution introductive. Par Mathieu Martinel, doctorant en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine, et Catherine Ménabé, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine. Les femmes représentent moins de 4% de la population carcérale. Ce constat saisissant de la sous-représentation des femmes en milieu carcéral pouvait déjà être relevé au XXe siècle. Le problème spécifique de la maternité en prison a donc toujours été considéré comme marginal et a longtemps été négligé par le droit. Cette situation a d'abord été prise en compte par la pratique pénitentiaire, afin d'assurer la survie des nouveau-nés de détenus. Elle a été envisagée pour la première fois par le droit par un décret du 19 janvier 1923 qui prévoyait que, même après sevrage, les enfants pouvaient rester jusqu'à 4 ans avec leur mère en détention. Après la Seconde Guerre mondiale,
les conditions de détention déplorables des prisons ont conduit à un abaissement de ce seuil à 18 mois par une circulaire de 1946. Désormais, ce sont principalement les articles D400 et suivants du Code de procédure pénale qui réglementent la maternité en détention, disposition complétée par la circulaire du 16 août 1999. La France respecte ainsi ses engagements internationaux concernant la mise en œuvre des règles de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et de l'ensemble des règles à minima pour le traitement des détenus. Pour autant, le système mis en place est-il suffisamment protecteur des intérêts de l'enfant de fait privé de liberté dans un milieu par nature inadapté ? Le sujet est étonnamment très peu étudié mais soulève pourtant l'intérêt. Cette journée d'études en atteste, tout autant que le nombre d'intervenants et de participants. Nous les remercions chaleureusement de leur présence. La situation des enfants en prison mérite de profondes réflexions car c'est une cinquantaine d'enfants qui sont concernés en France chaque année. Le thème abordé est aussi d'actualité. Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a rendu public, le 18 février 2016, un avis relatif à la situation des femmes privées de liberté. Ce dernier complète un avis de son prédécesseur spécifiquement relatif aux jeunes enfants en prison et à leurs mères détenues. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a, le 24 mars 2016, sanctionné la situation ukrainienne quant à cette problématique. Enfin, le ministère de la Justice a récemment désigné un groupe de réflexion sur le sujet, lequel pourrait s'inspirer des résultats de cette journée. Afin d'envisager la problématique dans toute sa complexité et dans ses divers aspects, la première partie de notre étude est consacrée à la présentation des dispositions normatives et des pratiques pénitentiaires. Ne manqueront pas d'être évoquées par les différents intervenants les multiples difficultés auxquelles cette situation conduit. La seconde partie permettra de se concentrer sur deux axes de réflexion. Faut-il maintenir la possibilité pour les mères détenues de garder leur enfant auprès d'elles ? Et dans l'affirmative, quelle devrait être la limite d'âge fixée par le droit en considération des intérêts propres de l'enfant ? Alors que nos différents contributeurs ont la lourde tâche de répondre à ces interrogations, ils ne nous contrediront pas lorsqu'on affirme qu'une approche exclusivement juridique ne suffit pas. La problématique de l'enfant en prison est complexe et impose une approche pluridisciplinaire. La norme juridique se confronte à la réalité du terrain que connaissent les membres de l'administration pénitentiaire et l'ensemble des professionnels qui interviennent au soutien de l'enfant en prison. C'est pour ces raisons que nous avons fait le choix de proposer un regard croisé entre la théorie et la pratique. Une réflexion théorique relative à l'accueil de l'enfant en prison, par et à destination de la pratique pénitentiaire. À cette fin, nous avons l'opportunité de bénéficier des réflexions des universitaires mais aussi des praticiens de domaines divers. Juristes, professionnels de santé, psychologues, sociologues et bien sûr membres de l'administration pénitentiaire nous proposeront des pistes d'amélioration afin d'améliorer la situation de l'enfant en prison. Première partie, la présence de l'enfant en prison. Chapitre 1, l'enfance incarcérée. Section 1. Les conditions juridiques d'accueil des enfants aux côtés de leur mère détenue. Par Jean-Baptiste Thierry, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine, directeur de l'IEJ de Lorraine, André Vitu. Les femmes détenues représentent une part marginale des personnes incarcérées, 3,35% des personnes détenues en 2017, soit 2341 personnes sur 69 679, et les mères détenues, entendues comme les femmes détenues qui vivent avec leur enfant en détention, une part encore plus marginale puisqu'on dénombrait en 2013, selon L'. Avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté, 76 places réservées aux femmes accompagnées d'un enfant, soit 4,3% des places réservées aux femmes. La marginalité factuelle de cette situation entraîne une marginalité juridique de la question des conditions juridiques d'accueil des enfants aux côtés de leur mère détenue. Noyées dans les quelques 70 000 personnes détenues, ces femmes qui vivent leur privation de liberté avec leur enfant n'attirent guère l'attention. La doctrine s'en désintéresse et les principales publications relèvent de disciplines non juridiques. Le désintérêt est également jurisprudentiel, puisqu'aucune décision accessible, ou presque, ne s'intéresse à la question.
Le désintérêt est enfin normatif, puisque la question est réglée par une simple circulaire. Pourtant, la question des conditions juridiques de l'accueil des enfants aux côtés de leur mère détenue cristallise les problèmes de la peine privative de liberté. Les difficultés suscitées par les conditions de détention se trouvent exacerbées par la présence d'un enfant en détention. Les interrogations sur le sens de la peine privative de liberté prennent une dimension particulière lorsqu'un jeune enfant est, de fait, incarcéré, alors même qu'il n'a commis aucune infraction. Il est en effet une chose acquise que l'enfant non doté de discernement est irresponsable pénalement de son propre fait. Or, voici que le mineur non doté de discernement peut se retrouver en détention par le fait d'autrui. La situation peut surprendre a priori, mais les bénéfices des liens familiaux et de la présence de l'enfant aux côtés de sa mère sont tels, pour l'enfant comme pour sa mère, que nul ne songe sérieusement à la remettre en cause. L'accueil de l'enfant aux côtés de sa mère détenue est une situation genrée, en ce sens que seule la mère peut vivre avec son enfant en détention. Rien n'est prévu pour le père. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes présentes en détention avec leur enfant ? Parce que la maternité est un bénéfice secondaire, en ce sens où une femme enceinte ou mère risque moins d'être condamnée à une peine privative de liberté, ce qui est tout à fait compréhensible au regard des règles de l'individualisation de la peine. Une fois en détention, le bénéfice est encore palpable car les conditions d'accueil de l'enfant sont elles-mêmes différentes des conditions de détention du droit commun. Par conditions juridiques de l'accueil de l'enfant auprès de sa mère détenue, il ne faut donc pas entendre les conditions matérielles ou les aménagements de peine. Il n'est question que du droit de l'accueil d'un enfant en détention, autrement dit, d'un droit flou et d'un droit mou. Flou, parce que si certaines normes impératives comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention internationale des droits de l'enfant sont applicables à la situation, elles ne la règlent évidemment pas en détail. Mou, parce que les normes applicables à la présence d'un enfant en détention sont pour le moins vagues, imprécises, voire non obligatoires. Deux situations sont à distinguer. D'une part l'accueil temporaire de l'enfant, au parloir ou en unité de vie familiale. Dans ce cas, le cas de la mère détenue ne fait pas l'objet d'un traitement particulier, en ce sens que les règles applicables ne distinguent pas selon la visite d'un enfant à son père ou à sa mère. Il y a une indifférence normative à cet accueil temporaire de l'enfant en détention, D'autre part, l'accueil permanent de l'enfant, c'est-à-dire le cas particulier de l'enfant qui va vivre en détention auprès de sa mère détenue. Les règles sont ici propres aux mères détenues, et n'ont pas d'équivalent pour les pères détenus. Mais elles sont tellement défaillantes qu'elles caractérisent une négligence normative envers cette situation. 2. 1. L'indifférence normative pour l'accueil temporaire de l'enfant en détention. Cette indifférence se traduit par une absence de traitement juridique différencié entre hommes et femmes. L'accueil temporaire peut ainsi s'effectuer soit au parloir, A, soit en unité de vie familiale, B. À l'accueil au parloir. Le parloir peut être classique ou familial. S'agissant du parloir classique, les permis de visite sont délivrés par le juge d'instruction pour les personnes placées en détention provisoire ou le chef d'établissement pour les condamnés. Les dispositions réglementaires du Code de procédure pénale relatives au permis de visite ne distinguent pas selon l'âge de la personne qui rend visite au condamné. Celles-ci sont donc identiques, que la personne détenue soit un homme ou une femme. La circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets précise que les mineurs, quel que soit leur âge, doivent détenir un permis de visite individuel afin de conserver la trace de leur visite et permettre qu'elle puisse avoir lieu avec d'autres accompagnateurs que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale si ceux-ci y consentent. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte. Le mineur de plus de 16 ans peut visiter seul, à condition d'y être autorisé par écrit par les titulaires de l'autorité parentale. Il est regrettable que ces précisions ne soient apportées que par une simple circulaire, et l'on aurait pu s'attendre, comme le relevait M. Herzog-Evans, à ce que la question soit intégrée dans les décrets d'application de la loi pénitentiaire. S'agissant du parloir familial, il s'agit d'un dispositif prévu par l'article 36 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Les parloirs familiaux sont des petites salles où les visites ont lieu sans surveillance continue et directe. Il est étrangement précisé que les mineurs doivent être accompagnés par un majeur, sans référence à un quelconque seuil d'âge, contrairement aux parloirs classiques. La précision peut surprendre. Au 1er janvier 2015, on comptait 45 parloirs familiaux en fonction dans 12 établissements pénitentiaires. Or ces parloirs n'existent qu'en maison centrale ou quartier maison centrale. Sachant qu'aucune maison centrale n'accueille des femmes, ce moyen de maintien des liens familiaux est purement théorique pour les femmes détenues, au contraire des unités de vie familiale. B. L'accueil en unité de vie familiale. D'abord expérimental, puis pérennisé dans la loi du 24 novembre 2009, l'accueil en unité de vie familiale permet aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites de membres de la famille, y compris des mineurs accompagnés par un majeur, pendant une durée comprise entre 6 heures et 72 heures. Les unités de vie familiale ont été inaugurées dans un établissement pour femmes, au centre pénitentiaire de Rennes. On compte actuellement 85 UVF, dans 26 établissements. Les conditions sont connues. Les personnes détenues peuvent demander à bénéficier des UVF une fois par trimestre, mais la fréquence et la durée dépendent en réalité du nombre d'unités créées par établissement par rapport au nombre de personnes détenues pouvant y prétendre. Après examen de la demande au sein d'une commission pluridisciplinaire, la décision relève du chef d'établissement qui détermine également la durée. Le chef d'établissement est contraint de justifier sa décision en cas de refus, celui-ci pouvant être motivé par les risques encourus pour la sécurité de l'établissement ou pour les visiteurs, par la nature des relations unissant la détenue et son visiteur ou encore par les effets potentiellement négatifs d'une telle visite prolongée pour la femme détenue. L'enfant peut y être accueilli. Comme l'enfant ne vit pas avec sa mère, il faut que le titulaire de l'autorité parentale soit d'accord pour emmener l'enfant lui rendre visite. Au besoin, la décision peut être judiciarisée, par le recours au juge aux affaires familiales, voire par le juge des enfants si une situation de danger existe. Il est ainsi tout à fait possible de refuser qu'un enfant rende visite à sa mère. 2. La négligence normative pour l'accueil permanent de l'enfant en détention. La négligence normative pour l'accueil permanent se traduit par un dispositif étrangement peu contraignant pour l'accueil de l'enfant auprès de sa mère détenue. Cette possibilité est reconnue réglementairement. L'enfant n'étant pas sous écrou, il n'est pas un détenu à proprement parler. Habituellement, on a plutôt tendance à se réjouir quand le droit ne règle pas tout, mais s'agissant de l'accueil permanent de l'enfant auprès de sa mère détenue, quelques surprises peuvent tout de même survenir. Il faut donc voir quelles sont les manifestations de cette négligence normative A, avant de voir s'il est envisageable d'y remédier B. A. Les manifestations de la négligence. Le droit se désintéresse de la question des mères détenues. Ce désintérêt résulte du type de normes qui encadrent l'accueil permanent de l'enfant auprès de sa mère détenue. L'article 38 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 précise seulement qu'une convention entre l'établissement pénitentiaire et le département définit l'accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l'extérieur de l'établissement pour permettre leur socialisation. La loi reconnaît donc la présence de l'enfant en détention. C'est ensuite un décret simple, l'article D401 du Code de procédure pénale, qui prévoit que les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de 18 mois. Pour le reste, c'est une simple circulaire du 18 août 1999 qui précise les conditions d'accueil de l'enfant. Le fait de régler une situation par une simple circulaire, fût-elle normative, est surprenant au regard de la gravité de cette situation. Ce désintérêt peut s'expliquer par le faible nombre d'enfants accueillis en détention. L'accueil de l'enfant en détention dépend, selon la circulaire, de la capacité d'accueil de l'établissement. Autrement dit, l'accueil du jeune enfant est un droit pour la mère. La circulaire précise d'ailleurs sur ce point
Il appartient aux seuls parents de décider si l'enfant de moins de 18 mois demeure ou non auprès de sa mère en détention, dans la limite de la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires équipés pour recevoir des enfants. Pourtant, il est ensuite précisé que l'accueil en détention d'un enfant déjà né doit être exceptionnel, les autorités judiciaires devant tenter de rechercher des solutions pour éviter l'accueil de l'enfant en milieu carcéral. Il s'agit donc d'un droit conditionné à l'absence de solution à l'extérieur. En tout état de cause, la volonté de la mère doit primer. La circulaire insiste sur ce point, en précisant que ni l'autorité judiciaire ni l'administration pénitentiaire ne peuvent s'opposer à la décision de la mère. Sauf danger pour l'enfant, ou dépassement de la capacité d'accueil de l'établissement, la mère, si elle le souhaite, doit pouvoir vivre avec son enfant en détention. Plusieurs paradoxes apparaissent sur ce traitement juridique de l'accueil d'un enfant en détention. D'abord, s'agissant des autorités compétentes. La circulaire n'est pas des plus claires, puisque la volonté de la mère prime, certes, mais l'administration pénitentiaire peut s'opposer à l'accueil de l'enfant, la contestation de ce refus relevant normalement des juridictions administratives. Ensuite, le père peut souhaiter que l'enfant vive avec lui. Dans ce cas, il appartiendra au juge aux affaires familiales de se prononcer sur la résidence habituelle de l'enfant. S'il décide que celle-ci doit être fixée auprès de la mère, sa décision doit donc s'imposer à l'administration pénitentiaire. Enfin, si un danger apparaît pour l'enfant, c'est le juge des enfants qui serait compétent pour décider d'une mesure d'assistance éducative. En cas de conflit entre la mère qui souhaiterait garder son enfant avec elle, et l'administration pénitentiaire qui arguerait d'un dépassement de capacité ou d'un danger pour l'enfant, il appartiendrait donc au juge des enfants de statuer. Mais on voit mal comment sa décision pourrait s'imposer à l'administration pénitentiaire, s'agissant de la capacité d'accueil. Le droit laisse au droit commun le soin de répartir les compétences entre administration pénitentiaire, juge aux affaires familiales et juge des enfants. L'autre paradoxe tient au statut de l'enfant, qui vit en détention sans être un détenu. La circulaire prend d'ailleurs le soin de préciser que lorsque la mère est libérée, l'enfant ne peut pas rester en détention. Toutefois, bien qu'il ne soit pas sous écrou, l'enfant subit le régime carcéral par l'intermédiaire de sa mère. On doit donc considérer que la visite de l'enfant par des tiers n'est pas soumise aux règles du permis de visite, ce qui peut apparaître difficile à mettre en œuvre pour l'administration pénitentiaire. Mais comme le note Martin Herzog Evans, à ces règles de bonne volonté, la circulaire a cependant prévu de scandaleuses exceptions. L'enfant peut être fouillé, avant et après une visite, avant et après sa sortie de l'établissement. On voit bien la volonté de lutter contre l'introduction d'éléments interdits en détention, mais soit l'enfant est détenu, soit il ne l'est pas. Comme il ne l'est pas, il est pour le moins surprenant qu'il soit soumis aux règles de sécurité applicables aux personnes détenues. Voici donc une personne qui n'est pas sous écrou, mais soumise à la fouille en application d'une simple circulaire. La circulaire n'a pas été contestée sur ce point, et l'on voit toute la difficulté qu'il y aurait pour une mère à s'opposer à une telle fouille. Sans doute ces fouilles sont-elles réalisées de manière superficielle, avec tout le tact nécessaire. Mais il n'en demeure pas moins que la possibilité d'y recourir est problématique, quand pour les personnes détenues, la question des fouilles est réglée par une loi. Le dernier paradoxe est relatif à la volonté de la mère, qui prime pour l'accueil de l'enfant, mais seulement pour l'accueil jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Dans l'hypothèse d'une prolongation, il n'y a plus d'automaticité. La décision est alors prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis d'une commission consultative composée du directeur, d'un médecin psychiatre, d'un médecin pédiatre de la PMI, d'un psychologue, d'un chef d'établissement pénitentiaire pour femmes, d'un personnel d'insertion et de probation. Rien n'est dit dans le Code de procédure pénale sur les critères à prendre en compte pour cette prolongation. Que l'on ait à l'esprit l'intérêt de l'enfant est sans doute une bonne chose, mais il serait bon de laisser l'appréciation de cet intérêt aux autorités compétentes pour l'apprécier. On peut douter de la compétence de l'administration pénitentiaire pour procéder à cette appréciation. La situation de l'enfant accueilli auprès de sa mère détenue est donc une situation de quasi-non-droit, et le non-droit en détention est tout de même problématique quand le droit est facteur de progrès des conditions de détention, même s'il n'est pas le seul.
Il faut donc s'interroger sur les remèdes à cette négligence. B. Les remèdes à la négligence. Faut-il alors légiférer sur la situation de l'enfant de la mère en détention? Est-il envisageable d'augmenter l'âge jusqu'auquel l'enfant peut être accueilli en détention? Doit-on prévoir l'accueil de fratries? Comme le relève l'avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 18 juin 2013, la détention des mères avec leurs enfants n'est qu'un palliatif visant à concilier l'inconciliable, la présence d'un enfant auprès de sa mère et le caractère insupportable de la présence d'un jeune enfant en prison. Ce n'est donc pas au stade de la mise à exécution de la peine privative de liberté que la question se pose réellement, mais au stade de son prononcé. L'administration pénitentiaire doit, finalement, faire avec les contraintes que lui imposent les juridictions judiciaires. Il est tout aussi envisageable sur l'opportunité de repenser la manière dont s'exécute une peine privative de liberté. Des expériences d'ouverture des prisons sont sans doute envisageables. La présence d'un enfant en détention pousse à ses limites la pertinence de la peine privative de liberté. Elle démontre que dans certaines situations exceptionnelles, la peine touche à l'absurde. Mais peut-être est-il aussi envisageable de voir, dans les conditions de détention des mères accueillant des enfants, une sorte de guide de bonne pratique, vers lequel pourraient tendre les conditions de détention des autres personnes détenues. Certes, les chiffres n'ont rien à voir, et il est difficile de comparer la situation d'une 50aine d'enfants avec celle de 60 000 personnes détenues. Mais si la prison réussit à s'adapter à la présence d'enfants, elle doit pouvoir s'adapter également à la présence d'adultes. L'analogie avec les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, le 12 juillet 2016 est saisissante. La Cour a estimé, s'agissant de la présence d'enfants en centre de rétention administrative auprès de leurs parents, que la privation de liberté qui résulte de la décision légitime des parents de ne pas confier leurs enfants à d'autres personnes, n'est pas dans son principe contraire au droit interne. En revanche, les contraintes inhérentes à un lieu privatif de liberté, particulièrement lourdes pour un jeune enfant, ainsi que les conditions d'organisation du centre ont nécessairement eu un effet anxiogène sur l'enfant, âgé de 4 ans. En effet, celui-ci ne pouvant être laissé seul, a dû assister avec ses parents à tous les entretiens que requérait leur situation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.